C'est bon. C'est parti. Ah, c'est parti. Bon, ben écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Et ce soir, nous sommes là pendant à peu près 1 heure où on va parler d'un ouvrage qui a été conçu, réalisé par le Cercle Sully. Il aura pour titre un défi pour 2030 et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Il sera disponible en librairie dès le 22 mai prochain, donc c'est demain. On compte sur vous pour le faire savoir et le diffuser. Au cours de cette soirée, nous allons présenter quelques auteurs de cet essai collaboratif, parce que effectivement, ça a été quelque chose qui ne se fait rarement, c'est-à-dire un livre où plein d'auteurs ont collaboré. Ce qui est rare en général, il y a 1 ou 2 ou 3 auteurs, mais jamais un certain nombre. Il faudra remercier les éditions du Figuier, j'y arrive, qui ont publié ce livre, parce que sans eux, on ne pourrait pas le sortir. Donc, c'est important. Alors, pour ouvrir cette présentation, je vais passer cette fois la parole à Jérôme, pour qu'il nous présente le Cercle Sully. C'est quoi le Cercle Sully, Jérôme? Alors, je pense que beaucoup d'entre vous ici ont déjà une petite idée de ce qu'est le Cercle Sully. Vous en faites majoritairement tous partie. Mais je pense que c'est important, surtout à l'occasion de la sortie d'un livre coécrit par les membres du Cercle Sully, de rappeler un peu l'objectif du Cercle Sully. Pourquoi la création du Cercle Sully? Parce que on est parti du constat que les partis politiques qui, à l'époque, créaient les idées et essayaient de faire avancer la société, sont totalement en panne. On voulait essayer de créer quelque chose où les gens allaient retrouver du débat, retrouver de l'échange et du respect. Ce qu'on n'a plus aujourd'hui avec l'ensemble des réseaux sociaux où chacun est enfermé dans sa bulle Internet et reste dans son idéologie enfermé par les algorithmes des réseaux sociaux. Donc, quand on arrive au Cercle Sully, à partir du moment où on est dans le cercle républicain et laïque, on est le bienvenu, quelle que soit sa tendance politique. Et c'est là tout l'objectif du Cercle Sully, réussir à faire à nouveau se parler tout le monde, à être à nouveau dans le débat, en étant tous les yeux rivés sur l'intérêt commun. Chose qui, malheureusement, a été perdue. Alors que, je ne vais pas revenir très en arrière, mais on va dire que 50 ans ou 60 ans en arrière, on pouvait avoir des communistes et des gaullistes qui, au moment où c'était important, étaient capables de reprendre et d'avoir le sens de l'intérêt commun et de trouver une solution ensemble, même si le reste du temps, il s'appelait par tous les noms. Donc, dans l'esprit du Cercle Sully, ce livre a été quand même principalement écrit par Blanche. Heureusement qu'elle est là et c'est quand même absolument fantastique de la voir au sein du Cercle. Mais néanmoins, Blanche a fait la moisson des idées, la moisson des articles, de ce que nous tous nous apportons au sein du Cercle. Et elle a pu en faire un ouvrage qu'on est en train de découvrir ce soir. Jacques, je te rends la parole. Ben, écoutez, moi, ce qui m'étonne, c'est comment avez-vous trouvé ce thème pour cet essai? Alors, Blanche, hein, c'est toi tu es l'instigatrice de ce bouquin. C'est toi qui as été la cheville ouvrière. Ce thème, en fait, c'est un petit peu tout le monde qui me l'a donné, avec tous les dossiers qui ont été montés et tout ça. Et on s'est rendu compte à un certain moment que la chose principale, c'est que tout le monde commençait par avoir des constats négatifs sur tout ce qui se passait et tout ça, alors que nous avions tous des occasions à saisir pour aller vers de l'avant. Donc, ben, c'était un défi qu'il fallait relever, tout simplement. Voilà. Bon, mais alors pourquoi ce titre
un défi pour 2030. Pourquoi 2030? Alors, 2030, c'est parce que vous vous attendez tous qu'on parle de 2027, qui est Ah oui, la prochaine élection présidentielle. Eh bien non, c'est que tous les défis qu'il faut qu'on relève, en fait, ont une date d'échéance à 2030. C'est l'ONU, pour ainsi dire, qui nous l'a imposé, avec les 17 objectifs qui sont aussi bien sur le logement que sur la famine, que sur l'éducation, sur tous les sujets. Or, depuis que l'ONU existe, que toutes les agences de l'ONU existent, je ne sais pas s'ils n'ont pas su ou pas pu, mais jusqu'à présent, ils ne l'ont pas fait. Et c'est à la France et à tous les pays du monde qu'ils ont demandé de relever ce défi. Voilà, donc c'est un défi qu'il faut que l'on relève et on en est tout à fait capable. Et dans le alors, livre, justement, vous trouverez plein de stratégies qui vous permettront justement de relever ce défi. alors, pourquoi parler d'avenir, pardon, durable et non pas de développement durable? Est-ce que c'est deux choses différentes? Allez, explique-nous un petit peu. Mais les mots ont leur importance Ben et oui, ils ont aussi une signification. Quand on parle de développement, on développe un sujet, on développe une photo. Mais l'avenir, on se projette dans un avenir, on ne développe pas un avenir. Donc le principal, là, qu'est-ce qu'on va faire pour relever un défi? On veut aller vers un avenir, on veut que nos enfants ils soient bien dans leur tête et dans leur basket. Donc voilà, il faut se projeter. On va se projeter vers le futur parce qu'on va avoir un but à atteindre. Un but à atteindre, ce n'est pas un développement qui va vous permettre de le faire. mais dans ce livre, on va trouver plein de choses concrètes et on le verra tout à l'heure, peut-être en lisant des morceaux, etc. Mais c'est ce qui est intéressant parce qu'aujourd'hui, les politiques manquent de crédibilité parce qu'ils ne sont pas dans le concret. Tout à fait. Et c'est malheureux à dire, mais en fait, quelque part, alors le mot obéir est un petit peu, il faut le mettre entre guillemets, mais c'est un peu ça, parce que ce sont des objectifs, des suggestions, mais que c'est l'ONU qui a décidé, alors l'ONU c'est le monde entier, hein, la planète, qui a décidé qu'il y avait certaines choses à faire. L'Europe a dit OK, l'Europe est en France à la manœuvre. Et ce qu'on ne se rend pas compte au moment des élections européennes, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas aller voter alors qu'ils ne se rendent pas compte de l'importance du vote. Oui, mais est-ce que l'on n'est pas dans le déni en ce moment? Tout est déni. On ne veut pas voir les choses. Mais on ne saisit pas les occasions, en fait. Il y a plein d'occasions qu'on peut saisir, des occasions. Pourquoi est-ce qu'actuellement, on n'essaye pas de faire de la diplomatie avec ce qui se passe en Afrique? Là, dernièrement, à Marseille, il est venu le Premier ministre du Gabon qui a dit « Mais on a besoin de l'Europe, on a besoin de la France. » Pas pour faire du colonialisme, mais pour faire du commerce, pour amener des valeurs. On a besoin d'une Europe, oui, mais laquelle? Et une Europe forte. Or, aujourd'hui, l'Europe, c'est pas ce qu'on attendait, hein. C'est pas. Je crois que là, c'est Jérôme qui devrait parler. Ah ben là, j'essayais de suivre, hein, on est dans le… on est en train de regarder. Ce que je vous propose, Oui, c'est un clip. la discussion était passionnante, donc il fallait surtout pas l'interrompre. Donc, ce que je vous propose, c'est de découvrir le clip qui a été réalisé par les éditions du Figuier sur le livre. Et suite à ce clip-là, on va découvrir, on va pas lire très longtemps, mais on va découvrir 4 extraits du livre qui nous semblent un peu clés pour comprendre la trame de ce livre. Alors, dès maintenant, ce que je vous propose, c'est de découvrir le clip vidéo. Et c'est parti.
voilà le clip vidéo magnifique. Eh ben, il est bravo, il est fantastique et il veut bien dire ce qu'il veut dire. Alors maintenant, c'est quoi? Les acteurs de terrain sont des passeurs de savoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est ce qu'on trouve en premier dans le livre. C'est un concept quand même qui est très présent dans le cercle Sully. C'est ce concept de passeur de savoir. Ce que je vous propose, c'est de lire un court extrait du livre qui met ça en exergue. Donc, les acteurs de terrain sont des passeurs de savoir. Nous reprochons à nos politiques leur manque de connaissance du terrain, mais dès que nous parlons de notre expérience, nous sommes mis au pilori. Quels sont vos diplômes? Est la première question posée. Nous ne sommes pas jugés sur l'exercice, la compétence, mais sur la renommée de l'école fréquentée. Nous avons tous connu des passeurs de savoir-faire, de savoir-être. C'est ce que nous sommes au Cercle Sully. En racontant nos expériences, nos échecs, nos réussites, nous transmettons un savoir-faire concret et un apprentissage du terrain que ne peuvent remplacer les cours théoriques. Il est dit que l'on ne peut vivre de l'expérience des autres, qu'il faut faire la sienne. C'est ce que nous avons fait. C'est ce concret qui nous permet de voir ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré et de proposer des solutions. Un deuxième concept que nous abordons dans le livre, c'est la complexité des systèmes. Ne pas comprendre la complexité d'un système, c'est passer à côté des vraies solutions. Laissez-moi vous lire cette partie. Chaque élément d'un système complexe est comme un maillon dans une chaîne alimentaire, une rivière ou même le battement d'ailes d'un papillon. Et lorsque l'un de ces éléments est modifié ou perturbé, cela peut déclencher une série d'effets en cascade qui touchent l'ensemble du système. Prenons l'exemple de la sécurité sociale et de ses déficits records. Il serait réducteur de les attribuer uniquement à un manque de rentrée financière dû à des cotisations insuffisantes. En réalité, ces déficits sont également influencés par des facteurs humains, tels que le stress, l'anxiété ou la pression au travail. La peur de perdre son emploi pèse lourdement sur les travailleurs et les entrepreneurs, ce qui peut entraîner des problèmes de santé, notamment des maladies et des dépressions. Les cas d'épuisement professionnel, burn-out, sont en constante augmentation, mettant en évidence les conséquences de ces pressions dans un système complexe. Dans ce réseau, les racines de la violence, de la délinquance et du mal-être peuvent également être identifiées. Chaque petit élément peut influencer d'autres éléments, créant ainsi une réaction en chaîne qui peut aboutir à des résultats inattendus, tels que des taux de chômage élevés ou des déficits financiers. Mais quelle est la place de l'humain dans cette chaîne? Partout et nulle part à la fois. Il est omniprésent, mais en même temps semble relégué à l'arrière-plan. D'une part, il subit les forces et les pressions de cette chaîne, tout en cherchant à exercer un contrôle sur elle. Cependant, il semble que nous ayons perdu de vue sa place en tant qu'individu pensant, faisant partie intégrante de l'écosystème naturel. Au lieu de cela, l'individu est traité comme un simple pion sur l'échiquier mondial, un moyen de production et d'intelligence mesurable. On ne lui pose pas la question « qu'est-ce qu'il souhaite ? Quels sont ses besoins, ses aspirations, ses rêves ?» Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de ce qui se passe avec ces violences, Jérôme? Que dire des bouffées de violence dans notre pays? Là aussi, on est sur un système complexe. On en parlait en introduction de l'analyse d'Alain Bauer sur la Nouvelle-Calédonie. C'est exactement ça. C'est-à-dire que si on n'a pas des gens qui plongent dans la complexité d'un système pour essayer de le comprendre et bien l'analyser avant de proposer des solutions, on fait fausse route. Et donc, au Cercle Sully, c'est ce qu'on cherche à aborder, la complexité des systèmes, ne jamais l'ignorer. Et ce que je vous propose, c'est de lire dans cet extrait l'approche qu'on a dans le livre. On analyse rarement, si ce n'est jamais, les sentiments ressentis et pas motivation de ceux qu'on appelle la majorité silencieuse. Ce sont les ressentis qui ont fait descendre les gilets jaunes dans la rue, plus que la hausse de l'essence. C'est ce sentiment de ras-le-bol. Et si les gilets jaunes, avant la Covid, ont tenu les ronds-points, si les jeunes désœuvrés des cités se révoltent, s'ils sont de toute façon en désaccord avec les lois de la République, s'ils descendent dans la rue, portent des pancartes, ils le font pour attirer l'attention. Cependant, leurs messages ne sont ni entendus, ni pris en compte par ceux en position de pouvoir, que ce soit pour les gilets jaunes, les jeunes, les entrepreneurs ou les retraités.
Les suicides de salariés sur leur lieu de travail auraient dû, en tirant la sonnette d'alarme, poser la question. Ce sont les ressentis qui font que l'on pose des questions sur le sens du travail. Ce sont les ressentis qui font monter la peur du lendemain. Nous devrions nous interroger davantage sur les raisons pour lesquelles tant de personnes en France souffrent de dépression, de burn-out, sans compter les personnes qui ont recours aux tranquillisants. Alors, Voilà, poser les constats, c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on fait derrière? Allez, Blanche. mais poser les constats, c'est une nécessité, oui. Mais tout l'intérêt de notre démarche est d'apporter les bonnes pistes, les voies de guérison. Mais par quoi commencer? Pour cet essai, c'est exactement la question que l'on se pose puisque tout se tient. Par quoi va-t-on commencer? Chaque domaine étudié nous amène irrémédiablement aux autres. Commencer par la démographie, critère qui peut multiplier le pouvoir de l'économie puisqu'il y a plus de cerveaux et de bras pour produire. Critère qui peut aussi faire baisser les besoins de consommation et par la même occasion les émissions de GES. Se baser uniquement sur la lutte contre le réchauffement climatique pour arriver d'ici 2030 pour les puristes ou 2050 pour les plus pragmatiques à zéro émission de carbone? Déjà, le postulat est mal défini, car nous produirons toujours du CO2. Nous en avons besoin pour vivre. La nature s'est développée grâce et avec le carbone. Ce dont nous avons besoin, c'est de produire moins de gaz nocifs, générant des pollutions atmosphériques qui sont mauvaises pour nos branches, de limiter nos besoins en matières fossiles issues de la Terre et de résorber nos montagnes de déchets. Se baser sur l'économie consumériste? À voir. Offre et demande font la loi. Le progrès et la technique n'ayant pas de limite. Chaque jour, de nouveaux besoins sont mis sur le marché. Si le marketing et la publicité les vantent, les lobbies les rendent indispensables. Mais peut-on réellement envisager de faire des prévisions économiques à partir de besoins que l'on ignore? Vouloir traiter de la répartition des richesses et de l'économie sociale. Le capital est le propre de la propriété privée et c'est ce qui motive l'individu à entreprendre. Faire payer les riches pour donner aux pauvres a été longtemps la maxime de l'économie sociale. La société évolue. La robotisation, l'intelligence artificielle commencent à remplacer l'humain et ses compétences. D'ailleurs, en 2022, une entreprise chinoise a nommé une PDG virtuelle à la tête de son entreprise. Le mot travail évolue, mais quel sera son sens? On peut bien commencer par chercher quels sont les besoins des citoyens de notre pays qui ne sont pas les mêmes suivant la situation géographique, métropole, outre-mer, ville, rurale. C'est la base que nous avons choisie en réponse. De quoi avons-nous besoin? De là dépendent toutes les réponses. Eh bien, bravo, mais ce livre va vers plein de pistes, et notamment une qui me tient particulièrement à cœur, puisque j'ai travaillé pendant près de 15 ans dans ce domaine, c'est la situation du handicap. Alors Jérôme, bravo, parce que on dit toujours, les gouvernements ont toujours dit, c'est la principale cause de notre gouvernement, etc., etc. Et chaque fois, c'est tombé à l'eau. Donc, de la loi de 2005, eh bien, nous, on a réfléchi, et dans le livre, il y a des choses très intéressantes. Alors, je vais vous donner une introduction de ce qui se donne, mais par contre, il faudra lire la suite. S'il y a un chiffre à retenir sur le handicap, c'est 12 millions. 12 millions de personnes aujourd'hui sont en situation de handicap dans le pays. C'est ça qu'on aborde dans le livre. C'est regarder en face les choses. Laissez-moi vous lire le début de ce chapitre. On recense environ 12 millions de personnes en situation de handicap en France. Il y a aujourd'hui une confusion très importante entre handicap physique, mental, problème psychologique et problème social. Ce qui est d'abord en jeu, c'est un problème de considération profonde. Nous sommes tous, à un moment ou à un autre, en situation de handicap. Le handicap n'est pas forcément le fauteuil roulant. La mère de famille avec sa poussette est handicapée pour circuler au milieu de la foule sur des trottoirs étroits. La personne illettrée, devant lire un horaire de train, est handicapée, de même que celle qui ne sait pas se servir d'un ordinateur pour faire sa déclaration d'ACDIC ou demander une carte grise. Changeons de méthode.
Parlons de capacité et non de handicap. Aujourd'hui, le terme RQTH, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, pose un problème de visibilité. L'employeur peut avoir un doute sur la capacité du postulant. Or, un grand nombre de personnes ont pu démontrer leur courage et leur persévérance. Beaucoup vont d'ailleurs au-delà de leur handicap. Changeons de vocabulaire. L'accessibilité doit être revue en aménagement pour faciliter le quotidien de tous. Arrêtons de faire croire que le manque d'accessibilité est seulement un problème pour les personnes en mobilité réduite. C'est une avancée pour tous, pour les caddies, les transports de palettes, les personnes âgées ou les mamans avec une poussette. Mettons en place une politique d'aménagement de nos territoires pour tous. Travaillons à un plan d'action, un plan politique d'aménagement pour tous. Des lieux, des services et de l'emploi et des communications. Vous venez d'entendre quelques petites interventions du bouquin. Mais où trouve-t-on ce livre, Emmanuel? Merci Jacques. Déjà tout d'abord, excusez-moi de ne pas apparaître encore une fois à la caméra. C'est pas grave. Voilà, raison d'un problème indépendant de ma volonté, on va dire ça comme ça. Déjà, en 2 mots pour vous présenter les éditions du Figuier, qui sommes-nous en fait? Les éditions du Figuier, nous sommes une petite maison d'édition qui est présente en France, qui essaime donc qui distribue ses ouvrages en France, en Belgique et en Suisse, mais qui est également présente dans 2 autres pays, puisque nous sommes présents en République démocratique du Congo et au Liban, et dans lequel nous exerçons 2 activités, notre activité d'éditeur, mais également une activité de librairie que nous avons d'ailleurs par ailleurs ici en France aussi. Nous, la ligne éditoriale en fait du Figuier, elle s'articule autour de 4 grands domaines en fait. Elle s'articule autour des questions de société, elle s'articule aux questions d'histoire, des questions de culture du monde et des questions de spiritualité essentiellement chrétienne. C'est dans le cadre de la première des lignes éditoriales que nous avons que lorsque nous avons reçu le manuscrit, c'est vrai, celui-ci nous a particulièrement intéressés, et moi en particulier vraiment, pour plusieurs raisons, et Jérôme en a parlé un tout petit peu tout à l'heure. C'est que, en effet, il y a un constat qui est fait, mais surtout, il y a des solutions concrètes qui sont proposées. Et vous voyez, quand on a dû rentrer dans une catégorie, le livre, quand on l'a publié, je l'ai rentré dans la catégorie des essais, mais pour moi, c'est pas un essai, en fait, c'est un manifeste. Et c'est ça vraiment que je trouvais intéressant avec cet ouvrage, qui vraiment propose un certain nombre de réponses vraiment concrètes. Alors maintenant, Jacques, pour répondre à votre question sur où c'est distribué, Ben oui. il faut savoir qu'en fait, un éditeur… Il faut que nos paroles soient lues. Alors, où on les trouve? Alors, où trouve-t-on? Alors, déjà pour vous préciser, le livre en fait sera présent sur 3 supports. Le support imprimé, classique, le support numérique classique aussi, l'e-book, mais également sur un concept que nous avons développé qu'on appelle chez nous la médiacarte. En fait, c'est une carte postale, et quand vous scannez le fameux QR code dont on parlait tout à l'heure, là, au lieu de pouvoir rentrer dans la zone de sécurité à Paris, vous pourrez avoir accès en fait à l'ouvrage en fait. Voilà, donc 3 supports pour cet ouvrage qui sont distribués en fait dans l'ensemble des librairies de France, de Belgique et de Suisse, comme je le disais, à travers un distributeur que nous avons qui s'appelle la Sofiadis, qui assure la promotion, la commercialisation et la distribution dans les librairies indépendantes, 3600 environ donc, mais qui également assure le référencement dans un certain nombre de grandes surfaces spécialisées, culturelles principalement, telles que le Cultura par exemple, la Fnac, le Furet du Nord ou d'autres grandes surfaces comme celle-là. Donc ça, c'est vraiment là où on va pouvoir trouver les ouvrages. Et si le libraire qui, par exemple, est au fin fond de la Creuse, ne l'a pas forcément physiquement en librairie, le fait que nous soyons référencés comme ça dans ces librairies nous permet en fait que le libraire commande le livre et 3-4 jours après l'a pour son client derrière. Donc, quel que soit l'endroit de France et de Navarre où vous serez, il vous suffit d'aller dans une librairie pour pouvoir commander ce livre. Et puis, pour ceux qui ne veulent pas se déplacer, qui ne peuvent pas ou qui veulent pouvoir le commander autrement, il est présent aussi sur l'ensemble des plateformes
Alors, je vais citer les Françaises en premier avant de parler des petits concurrents américains. C'est-à-dire, ça sera présent à la FNAC, mais sur le site de la FNAC, ça sera présent sur les plateformes de librairie comme lalibrairie.com, comme placedeslibraires.com, etc., etc. Et accessoirement, ça sera présent également sur Amazon aussi pour ceux qui le souhaitent. Et donc, on pourra, sur les plateformes, on peut commander soit la version imprimée, donc vous voyez la 4e de couverture là actuellement, ou on peut commander donc une version numérique qui sera présentée. Voilà, donc, et nous, en tant qu'éditeur, à côté de notre distributeur, nous assurons nous-mêmes notre propre distribution, mais cette fois dans un contexte un peu plus particulier, c'est-à-dire que nous organisons des événements, nous participons à des salons du livre, nous organisons des dédicaces en librairie, nous organisons des rencontres, etc., qui permet, et ça répond à l'une des questions de tout à l'heure, si le livre peut être dédicacé, il pourrait l'être par exemple en librairie, en effet, avec l'un des auteurs présents à cette occasion. Il peut l'être voilà, dans différents moments. Et là, dans ces cas-là, quand ce que j'appelle moi ces opérations spéciales, c'est nous qui les organisons ou c'est nous qui les gérons directement. Voilà, pour répondre un peu rapidement, Jacques. Ah ben c'est très précis. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut que chacun de nous fasse connaître ce livre. Ça, c'est important. Donc, alors, au niveau de la presse, il faudra aussi faire des tas de choses. Mais ça, c'est l'éditeur, mais aussi nous. On doit s'impliquer absolument pour que on fasse connaître les idées du Cercle Sully à travers ses auteurs. Alors, moi, je suis ravi d'avoir participé un petit peu à votre soirée, malgré que je ne sois pas membre du Cercle Sully, mais je tiens aussi à remercier tous ceux qui ont collaboré et on va donner des noms. En premier lieu, c'est Blanche. Blanche, sans toi, ce bouquin n'existerait pas. Donc, il faut te tirer et t'applaudir parce que, bon, on ne fait pas ça quand on fait une réunion, etc. Mais sans toi, on ne peut pas sortir ce livre. Et ce livre, il est plein d'idées, plein de propositions, et ça, c'est important. Alors, il faut remercier, à mon avis, aussi Christiane Paul. Alors, je lis, parce que je vous connais pas forcément. Vice-présidente nationale de la FASI. C'est la Fédération nationale des patients en psychiatrie très impliqués par les maltraitances familiales, qu'elles soient à l'origine résultantes et de maladies psychiatriques. Je vais y arriver. François-Joseph de Minière, consultant manager en solutions d'infrastructure et son approche de la justice réparatrice qui prend en compte les victimes. Ça, c'est bien parce que c'est tellement rare de prendre en compte les victimes qu'on est heureux de l'accueillir parmi nous. Renaud Vigne, docteur en sciences économiques et maître de conférences associé à l'IUT de Marseille, auteur de livres L'accélération techno-capitaliste et du temps d'une étude et des contradictions fondamentales du capitalisme moderne et les voies pour les dépasser. Et puis, il faut remercier les anonymes, parce que dans un bouquin, il y a aussi toujours des gens qu'on ne voit pas. C'est comme à la télé. On voit ceux qui animent, ceux qui filent, de temps en temps ceux qui filment, mais ceux qui préparent. Il faut remercier Frédéric et Jean-Philippe, notamment, qui ont vraiment fait du bon boulot. Alors voilà. Maintenant, on attendra peut-être vos questions. C'est Jérôme qui reprendra la main, mais Et moi, je voudrais remercier Jacques Condat, notre présentateur d'un soir, qui est président d'Alternative et Progrès, qui est aussi chevalier de la Légion d'honneur, avec lequel nous avons travaillé sur le handicap, le logement et l'urbanisme, ainsi que sur l'orientation des jeunes et des moins jeunes vers l'emploi par la connaissance des métiers. Et puis, surtout, ne pas oublier Jérôme Morel, notre président et cofondateur du Cercle Sully. Il est expert en informatique et en e-commerce. C'est notre webmaster de notre plateforme Internet et c'est aussi notre mécène. Parce que nous sommes sans subvention, nous sommes sans un sou. C'est un humaniste, il est enthousiaste et il est porte-voix de notre association.
Merci. Et puis Alors, aussi, je vais continuer. Une note spéciale à Kelly Guillon, qui nous a été d'un très grand secours pour tout ce qui concerne les statistiques. On l'a vu au début de notre discussion, ainsi qu'à tous nos documentalistes bénévoles de notre site de documentation, recherche et information, le site DRI. Donc, nous avons aujourd'hui Jean-Georges Schwartz, je voulais être sûr de le prononcer correctement, Raphaël Morel, Julien Di Gregorio, Aurélien Norroy et Claire-Vie Dabo, qui nous aident sur la documentation. On a oublié personne. Si, on a oublié quelqu'un. Je suis en train de regarder les noms. Non, a priori. oh, ben, il y en a plein, il y en a Oh, il y en plein. a plein de toute manière. Il y en a plein, il y a la Nathalie, première il y a fois- Cécile, il y a Geoffrey, il y a Christopher. C'est Chèque qu'on a oublié dans la liste des RI. Si, on a réussi, on a oublié Chèque. Ah oui. Donc, je voudrais remercier plus particulièrement tous ceux qui ont contribué à cet essai, en relecture, en apport de documentation, en discussion. Un grand merci à tous ceux qui publient leurs articles sur le site. Petit rappel à tous, lorsque vous voulez écrire, vous pouvez nous envoyer votre article et on le publie sur le site du Cercle Sully et on le publie aussi sur le groupe LinkedIn. Donc, vous avez des tribunes sur lesquelles vous pouvez vous exprimer. Il faut en profiter, c'est important. Et le fait de se forcer à écrire, c'est du travail, je le sais, mais ce travail-là, comme vous le voyez, il paye. Ça permet de réaliser un ouvrage, ça permet d'apporter des solutions, ça permet d'ouvrir des discussions. Donc, à vos stylos ou à vos claviers, hein, soyons modernes. Et bien sûr, Blanche, qui encore, moi aussi, que je veux remercier, sans qui rien ne serait possible, tout simplement. Donc, Jacques, je prends la parole après à ta place. Ah non, mais non, c'était pas prévu ça. Attends. Je te laisse la parole, Jacques. Ah, non, déconne. Bon, non, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Les choses imprévues sont passionnantes. Moi, je pense que on peut peut-être répondre à certaines questions, et je vous invite à faire lire ce livre, parce que dedans on y trouve des choses exceptionnelles, choses qu'on ne voit pas dans d'autres livres et dans les médias. On nous fait du blabla, on nous raconte des tas de choses. Là, c'est du concret. Et ça, ce bouquin, il faut absolument le faire savoir, le faire connaître et tout. Donc, ensemble, profitons de l'élan aujourd'hui de cette soirée pour relevons le défi de 2030. Et puis, il faut le faire savoir. Alors, à toi, Jérôme, mais je pense qu'il y a peut-être des questions et je crois que c'est intéressant d'écouter maintenant ceux qui se sont tus pendant une demi-heure et qui en ont ras-le-bol. Ils ont été gentils quand même. Hein. Ils ont été très bien. Très donc, Nathalie, je te laisse commencer. En mettant le micro. Barre d'espace, voilà. On t'entend pas. Bonsoir à tous. Alors, dans l'agenda 2030, le premier objectif, c'est d'éradiquer la pauvreté et on en est loin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, non, mais attends, là, alors, on a de plus en plus de gens pauvres en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et c'est la première chose, effectivement, à faire. Mais dans le livre, on parle du pouvoir d'achat et du pouvoir d'acheter. Et ça, on aimerait le faire connaître parce que ça, c'est important. Jérôme. Je voulais juste rebondir sur une chose. Les gens qui me connaissent vont me reconnaître là. Il faut mettre un peu de positivisme aussi. C'est-à-dire que, oui, on est en train de retomber et on a à nouveau plus de pauvres qu'on avait avant. On a aujourd'hui 17% de smicards alors qu'on en était à 10%. Enfin bref, on est en train de revenir vers un monde plus dur, plus difficile. Mais notre situation d'aujourd'hui par rapport à la situation du début du siècle dernier n'a rien à voir. On a des gens, on a moins de pauvres. On a moins de maladies, on vit plus vieux. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont positives.
et justement parce que là, on a une inflexion, je pense que notre travail est plutôt de poursuivre cette route-là qui a été abandonnée. Abandonnée par plusieurs choses qui sont abordées dans le livre. On parlait des politiques tout à l'heure. Personne n'est content des politiques qu'on a. Néanmoins, c'est ce qu'on a. Il faut absolument que les gens se présentent pour pouvoir prendre la main. Et c'est important. On veut motiver les gens pour trouver des solutions, pour avancer. Et si possible, au sein du Cercle Sully, j'aimerais qu'un certain nombre de membres sortis du Cercle Sully se présentent. À leur tour, trouvent le courage, trouvent la volonté d'aller se présenter et de représenter les Français. C'est aussi ça, notre boulot. C'est de redonner de l'espoir aux gens et de se dire, bah, si, on peut y arriver, et puis on va y arriver parce que là, ce qu'on a, c'est pas possible. Et donc, bah, si ce qu'on a, c'est pas possible, faut pas attendre autre chose. Il faut y aller soi-même. Ouais. Il n'y a pas de choix. Tu as J'y raison. étais moi-même. Il y a Gérard. Kelly et Eric qui souhaitent prendre la parole. Kelly, Qui est Eric? Kelly, Il faut, oui, le micro est coupé pour l'instant. Il faut aller sur la barre d'espace. Non, toujours on ne pas. t'entend pas. Elle a peut-être coupé son micro. Alors, sur l'écran, il y a le petit Voilà, icône. ça y est. Ça y est. Ça y est. Voilà. J'ai retenu que c'est Blanche qui le disait, se poser les bonnes questions. Certes, c'est un point important, mais moi, je vais un peu plus loin. Au-delà de ça, que faisons-nous? Parce que se poser les bonnes questions, j'ai lu dernièrement, il y a quelque temps, un bouquin qui a été écrit par un prêtre des favelas, les gens se plaignaient toujours de leur misère, jusqu'au jour où ils se sont dit, mais pourquoi sommes-nous pauvres? Et le fait de se poser cette question, ça a amené des solutions. C'est qu'ils ont créé une monnaie locale, ils ont créé le tout à l'égout qu'ils n'avaient pas, ils ont commencé à créer du dur dans le dur, alors que c'était un bidonville fait de carton, de tôle et tout ce qu'on veut. Ils ont même créé une banque fonctionnant, une banque d'intérêt local, qui est copiée au Brésil. Ce que j'aimerais, mais c'est pas évident, c'est qu'effectivement, après avoir posé les questions, pourquoi on est dans cette situation, que faisons-nous concrètement? Bon, quelqu'un a suggéré l'idée de se présenter dans des élections. Je l'ai fait dans mon secteur, puisque je me suis présenté une fois aux législatives. J'ai pris une déculottée maison, n'étant pas connu, mais je me suis quand même présenté. Personnellement, puisqu'on est au stade des élections, je ne vote plus. Enfin, pardon, si, je vote. Je vote blanc à chaque élection. Ouais. Depuis la comédie on nous a fait Chirac avec Le Pen, le deuxième mandat de Chirac, où tous les partis politiques de France ont appelé à voter Chirac, reniant parfois leur propre position, je ne joue plus dans cette comédie. Par contre, quand je vais voter blanc, je me déplace pour dire je fais un devoir citoyen, je viens vous dire que je ne veux pas de vous ni de vous, mais je veux quelque chose. Et c'est ce quelque chose que vous devez me présenter. Oui, mais Kelly, en votant blanc, il faut faire reconnaître le vote blanc, parce que sinon, ça ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? Non, Hein? mais sur le débat, on pourrait en discuter. Ça Oui. fait des années que je discute. Je me balade au moment des élections avec une pancarte. Blanche sait que je suis un spécialiste de pancarte, où je dis aux gens, si vous ne savez plus pour qui voter, Votez ne blanc. vous abstenez pas, mais votez blanc. Oui. Imaginons une seule fois qu'un vote, je vais prendre l'exemple des européennes, qu'un vote, il y ait 60% de blancs. Ça change toutes les données. On est C'est une d'accord. traque que l'on donne aux politiques qui les obligera à se remettre en cause. Pour le moment, il n'y a que ça. Il n'y a que ça ou la révolte violente. On a une proposition Kelly, je me qui n'est permets pas de- dans le bouquin, qui est sur le vote blanc. Avec, Blanche le sait, etc. C'est pas dans le vote blanc. Mais par contre, je vais vous annoncer un scoop. Je suis désolé, Jérôme. Je vais vous Tu t'excuses à l'avance, c'est ça? Ouais. Je vais vous j'ai annoncer peur. un scoop. On va sortir un bouquin qui s'appellera Trouvez-vous normal. Et Trouvez-vous normal, il y aura des choses extraordinaires dedans. Voilà. J'en dis pas plus, mais il y aura aussi des choses sur le vote blanc avec des propositions concrètes.
Si je peux me permettre de réagir sur ce qu'a dit Kelly tout à l'heure, qui parlait d'un ouvrage qui s'appelle Quand l'amour m'a saisi, qui en effet parle de ce prêtre des favelas avec des solutions concrètes qui ont été données. C'est vraiment l'exemple type aussi de l'ouvrage qui propose des choses solides, concrètes en effet, qui ont été mises en place et qui donnent aujourd'hui des effets. On le connaît dans d'autres endroits du monde, je pense à Madagascar, avec un autre prêtre qui, lui, a fait ça à partir des déchetteries. C'est le père Pedro à Madagascar qui a travaillé là-dessus. On voit que dans différents endroits comme ça, y compris en France, il y a un certain nombre d'initiatives, je dirais, locales ou individuelles qui sont prises justement. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant, c'est quand on voit ces initiatives qui se développent un petit peu à droite à gauche. La plupart du temps, sans apport et sans aide et sans aucune structure de l'État. C'est ça qui est impressionnant également aussi. Et c'est vrai que ça fait partie des solutions qui se mettent en place petit à petit et on le voit et c'est passionnant. On va essayer d'aller dans ce sens. Emmanuel parle de Madagascar, j'en profite pour dire, et là aussi, c'est intéressant, c'est que le directeur de cabinet du président de la République de Madagascar nous suit. Il s'appelle Patrick Rajoelina. Je vais juste donner une petite réponse et après je donne la parole à Claire-Vie qui a levé la main. Pour répondre à toutes vos questions, j'ai fait une présentation du Cercle Sully qui était rapide tout à l'heure. Je vous invite à regarder le discours de Bordeaux sur YouTube dans la chaîne du Cercle Sully, qui était un discours pour des petits partis politiques citoyens, où je leur explique la chose suivante. Le Cercle Sully va être là pour supporter justement les gens comme Kelly et comme Nathalie, qui se sont présentés, qui se sont pris une veste. Je le dis gentiment, hein, parce qu'ils n'étaient pas connus. Et le Cercle Sully aidera ces gens à se présenter en apportant une étiquette de sérieux. C'est-à-dire, ces gens-là ne sont pas connus, mais nous, Cercle Sully, nous les connaissons, nous savons qu'ils travaillent dur sur leur dossier, et nous vous invitons à voter pour eux en confiance. Après, c'est en fonction de vos opinions politiques, mais si ça correspond à vos opinions politiques, vous pouvez voter pour eux. Et le Cercle Sully, aujourd'hui, est en train de changer la donne. Et on va rester dans notre esprit, c'est-à-dire on n'est pas là pour prendre parti. La seule chose qu'on va dire, c'est cette personne est sérieuse. C'est tout. Mais ça change tout. Ça change absolument tout. Donc, on va dans ce sens-là, on travaille pour ça. Et j'espère qu'on va y arriver. Et ce livre est une première étape. Donc, le but, c'est de permettre aux gens, justement, qui ont des solutions, d'arriver tout doucement à être des représentants des Français. Claire-Vie, je te laisse la parole. Oui, je voulais juste rebondir là sur la discussion des solutions concrètes, parce que c'est vrai que je pense qu'on est tous d'accord, enfin, on partage, j'imagine, un certain nombre de constats et de réflexions, mais je voulais savoir si le livre a été apporté déjà des solutions concrètes, parce que là, il y a l'aspect représentation et présentation à des élections. Mais effectivement, je pense que là, les extraits que vous nous avez lus ont l'air passionnants. Donc j'ai forcément acheté le livre et je pense que ça va me plaire. Mais par contre, moi, voilà, ce que je me dis, c'est pour aller plus loin, pour trouver des solutions concrètes. Voilà, on a un collectif, mais j'ai du mal à voir pour l'instant en fait. Donc je voulais savoir si dans le livre il y en avait déjà par des thèmes que vous avez avancé en fait, le handicap, la pauvreté, le pouvoir d'achat, etc. Blanche, je te laisse répondre. Blanche, on l'entend. Blanche, le micro, Elle est en haut. il est encore fermé. Il y en a, c'est vrai, c'est au niveau national. Il y en a qui peuvent aussi arriver au local, comme par exemple pour les handicapés, ça peut arriver sur le local. Pour le logement, ça sera plus sur le national. Vous en avez qui peuvent arriver à tous les niveaux, que ce soit au niveau des communes, parce que ça c'est important, parce que c'est là que ça se passe le plus. Mais il faut aussi que les gens se prennent en main, parce que s'ils ne se prennent pas en main, moi je vois, nous avons des assemblées générales à Marseille, on a des CIQ pour des quartiers de 50 000 habitants. Vous avez 50 personnes qui se présentent qui sont là au moment de l'assemblée générale. C'est pas avec ça qu'on fait changer les choses.
Voilà. Il faut aussi que les gens se prennent en main. Ouais, Donc, des solutions. je suis d'accord, c'est l'engagement local, etc., dans la vie de la cité plus globalement. Voilà. Mais du coup, l'apport du Cercle Sully à travers ce livre, est-ce que c'est les grandes tendances, enfin je reviens au livre là, hein, mais est-ce que c'est les grandes tendances ou est-ce que c'est Il y a les deux. choses, Il y a les deux. Vous avez des deux. Vous avez des grandes tendances et vous en avez aussi pour du local. D'accord. On est, on est sur le Pardon. premier, hein, on est sur le premier livre. On a essayé de reprendre, de garder une trame et de reprendre l'ensemble des choses. Je pense qu'il y a des solutions, mais elles sont pas encore abouties. Clairement, pour répondre clairement, hein, pas de langue de bois. On est sur le deuxième livre actuellement et il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'on est tous au sein de ce cercle et ce livre-là, il est ouvert à la discussion. Et donc, il est même essentiel que vous reveniez au niveau, le mieux c'est le groupe LinkedIn, où on est tous, que vous reveniez avec des commentaires en disant, bah déjà ça me plaît ou ça me plaît pas, et ça me plaît pas pour ça. Et au fur et à mesure, on est quand même à pas loin de 2000 membres maintenant. Essayez de trouver par la discussion et la provocation, parce qu'on n'a pas le choix, on n'y arrive pas autrement. Faut être gentil, hein, toujours courtois, mais provoquer un peu quand même. Faut titiller quelqu'un pour qu'il y ait de la réponse, parce que des experts, on en a. Des gens qui connaissent sur un sujet donné, qui peuvent en parler pendant 2 heures. Il faut encourager ces gens à s'exprimer. Et puis après, par nos questions, en disant oui, mais là, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Exactement ce que tu fais, Claire-Vie. Et on réussir à regrouper les gens au sein du cercle pour qu'ils travaillent sur cette question-là, qui leur plaît, où ils sont compétents et qui pondent quelque chose qui soit une solution. Et cette solution-là, elle va nourrir le livre d'après. On en est là. Donc, avec un livre supplémentaire que je disais tout à l'heure, qui sera très simple et très didactique, c'est « Trouvez-vous normal ?» Parce que là, trouvez-vous normal que telle chose, etc., on aura des réponses concrètes. J'aimerais que Renaud Kelly, Vigne, parce que là, ça va être 8 heures, ça va se terminer, mais que Renaud Vigne, s'il est là, parce que je ne le vois pas, Il nous était là. parle. Attends, il y a Kelly qui voudrait poser une question, je crois. oui, on va, mais et Kelly et après Renaud. Voilà. Qu'il nous parle de l'industrie qu'il est en train de mettre en place. Et Renaud a dû partir. Non, il est là. Alors, Son micro est. j'ai appuyé, je ne sais pas si ça marche. Oui, Kelly, vas-y, on t'entend. Bon, moi, je fais un constat très amer, c'est que on va avoir les élections européennes, mais quelle que soit l'élection, c'est toujours le même processus. Les gens aujourd'hui n'ont plus confiance dans aucun politique. Oui. Votre idée de soutenir des candidats, de gens qui bossent sur des sujets épineux parfois, qui vont très loin dans les constats, c'est une excellente idée, mais malheureusement, comment amener les gens à faire confiance au Cercle Sully et ceux qui sont parrainés par le Cercle Sully? C'est un problème de confiance, ni plus ni moins. Moi, je pense, alors je vais le dire à ma façon, peut-être maladroitement, pardonnez-moi par avance, mais il faudrait que le Cercle Sully arrive à faire un peu des actions, je vais utiliser un terme, caritatives, dans le sens où on se fait connaître par des actions positives, des petites actions, hein, il ne faut pas du truc spectaculaire, mais que les gens reconnaissent le Cercle Sully non seulement comme un instigateur d'idées, mais aussi comme un instigateur d'action. Et que ce soit une référence en disant « Ah, Cercle Sully, oui, ils nous ont aidés, je ne sais pas, dans tel événement dramatique, ou dans telle chose, ou dans telle situation, etc. » C'est peut-être confus ce que je dis, mais ça sort à l'instant de mon esprit. C'est au travers de ce que je viens d'entendre. Le gros problème, et je l'ai signalé, on va vers un fiasco au niveau des élections européennes, puisque le candidat qui sera élu, enfin le parti, n'aura que, je dis bien, qu'environ 92 à 95% d'opposition. Je ne parle pas de résultats concrets en étant gagnant, je parle simplement de la représentativité qui existe en France. Je vais prendre un exemple bien précis parce que je viens de travailler dessus. Le député Meyer, Habib Meyer, est-ce que vous savez qu'il a été élu député en ayant 3,4% des inscrits au premier tour?
Dans la Constitution, c'était spécifié que pour être présent au second tour, il fallait 12,5% des inscrits. Ça veut dire qu'on a des gens qui ne représentent rien. Macron s'est permis de dire un jour, vous m'avez élu, j'ai le droit de faire. J'ai répondu non, vous n'avez été élu que 20% des inscrits au premier tour. C'est-à-dire Oui, 80% de gens opposés. Je te coupe un peu, Kelly, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je suis 100% d'accord sur les constats. On travaille là-dessus, on travaille sur des élections. Je pense qu'on communique pas assez parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en arrière-scène. Pas pour que ce soit secret, hein, mais voilà, parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, les associations citoyennes ont un mal de chien à créer des listes. On essaie de les aider là-dessus. Et se faire reconnaître. On a, sur les femmes battues, on a déjà essayé de faire plusieurs actions. Donc, on essaye. La première pierre, c'était ce livre. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'un livre au niveau du cercle Sully. C'est la première pierre qui permet de montrer son sérieux. C'est une patte blanche, en fait. Et grâce à Emmanuel, on va y arriver. C'est une étape très importante. Les étapes d'après sont exactement ce que tu décris. Donc, t'es pardonné d'avance puisqu'on va exactement dans ton sens. Mais, si je peux me permettre encore une fois, demandez à Blanche, elle vous expliquera un peu plus la cantoche volontaire. Elle m'expliquera parce que rien que le nom, j'ai envie de mieux savoir. que moi. Mieux que moi. Mais non, c'est un genre d'action qui peut se faire partout en France. Qui peut être parrainé par Sully, justement, le cercle Sully. Blanche vous en parlera. Et si vous voulez, vous prenez contact avec moi, je vous en parlerai avec plaisir. Ça peut être un moyen d'accroche, justement, pour donner du sérieux, encore plus de sérieux à ce que vous faites et au soutien que vous pouvez apporter. Parce que vous deviendrez parrain, entre guillemets, de ces opérations qui sont, dans l'esprit, c'est redonner la responsabilité aux gens qui sont isolés, qui se prennent en charge. Ils vont même jusqu'à assumer les frais pas d'un cuistot, mais d'un serveur, etc. C'est eux qui payent le serveur dans le but justement de les faire sortir de leur isolement et de les rapprocher. Blanche pourra vous en parler brillamment. Il est où, Renaud? Il a disparu. Renaud, Il est là. Ah, super. Bonjour, Renaud. J'aimerais que tu parles de l'industrie que tu es en train de monter actuellement. Ah, je ne m'attendais pas à ce que tu me poses cette question. Alors, je pensais qu'on allait parler de… parce qu'en fait, je souhaitais rebondir sur deux petits points qu'ont évoqués Emmanuel et Kelly et que je trouve particulièrement intéressants et qui ouvrent des pistes de réponse aux interrogations de Claire Vie. Moi, j'ai entendu deux personnes qui expliquait que lorsqu'on inverse son approche du temps, sa façon d'utiliser son temps, on retrouve, alors ça c'est ma thèse, hein, on retrouve du pouvoir d'achat en fait, et donc du pouvoir d'acheter. Hein, j'ai entendu parler de Madagascar, enfin je connais un peu les exemples en Amérique du Sud, Madagascar je ne connais pas. Et c'est un petit peu de ça, en deux mots, dont je voulais parler, en sachant que moi, je ne suis pas du tout un praticien, en fait. Alors, peut-être un petit peu, mais rentrons pas dans le détail de ma vie professionnelle. Mais je suis toujours un théoricien. Et je n'ai absolument pas honte d'être un théoricien, parce que j'ai écrit pas mal de papiers. Et en particulier sur une problématique qui est une problématique d'usage du temps en économie, et donc sur une économie du temps. Et je suis convaincu, et c'est ce que j'ai proposé à Blanche dans le cadre de ce bouquin, c'est que d'intégrer cette économie du temps dans ces problématiques de pouvoir d'achat ou de pouvoir acheter. Alors pourquoi ? Défi 2030. Donc 2030, c'est dans 6 ans. Dans quel contexte on va se situer pour arriver à 2030 et on peut prolonger bien plus loin. Alors ma thèse, c'est qu'on est entré, et depuis pas mal de temps, dans ce qu'on appelle une économie stationnaire. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que ça rend complètement illusoire toutes les solutions qui sont basées sur la croissance. Alors on a un pays qui nous montre le chemin depuis 20 ans, c'est le Japon. Le Japon est déjà en économie stationnaire. Alors,
Je ne rentre pas dans le pourquoi, hein, mais c'est des problématiques démographiques, de productivité, etc. Économie stationnaire. Et dans ce contexte d'économie stationnaire, il y a deux défis, mais qui sont vertigineux, qui vont se poser et qui se posent. C'est le défi de l'emploi et évidemment le défi de la maintien des revenus, le défi du pouvoir d'achat. Et c'est ces deux défis qui nous imposent de complètement inverser notre rapport au temps, complètement réviser notre rapport au temps. Alors, quand je dis inverser, c'est qu'il faut faire le constat, et ça, s'il y a des économistes parmi nous, vous le savez, depuis 2 siècles, tous nos modèles économiques sont basés sur une logique temporelle bien précise, qui consiste à substituer de la dépense au temps. C'est le principe de l'externalisation de la production qu'ont fait les entreprises. Nous, c'est pareil. On dépense plutôt que de faire. Hein, c'est pour ça que c'est là où je rejoins les exemples d'Emmanuel et Kelly. Et la promesse de cette substitution était, elle va nous augmenter notre pouvoir d'achat, comme la mondialisation avait comme promesse de nous proposer des produits moins chers qui nous permettraient d'augmenter notre pouvoir d'achat. C'est exactement la même chose. Et donc, on a toujours plus dépensé et toujours moins fait. Et or, il se trouve qu'il y a en économie des travaux, alors qu'ils sont extrêmement marginaux, évidemment, mais particulièrement intéressants et originaux, qui montrent que dans un certain nombre de situations, et situations de crise en particulier, à partir du moment où on a su inverser ce rapport au temps, eh bien, les pertes de pouvoir d'achat ont été très, très inférieures, voire parfois nulles, par rapport à, même situation de crise, à d'autres endroits sans inversion du rapport au temps. Et quand je parle d'inversion du rapport au temps, je parle de production domestique, je parle de réduction de la mobilité, je parle de la valorisation de l'engagement citoyen dont il était question précédemment, en fait, etc. Donc, je ne veux pas monopoliser la parole, mais ce que je veux dire, c'est que… C'est trop tard. Sur le fond, privilégier le temps au détriment de la dépense, c'est absolument tout changer. Et si on veut chercher des réponses concrètes, l'idée que je soutiens, c'est que il faut sortir d'une société de surconsommation et rentrer dans une société qui remet en termes strictement économiques le temps, la valeur du temps, au cœur de ces concepts de pouvoir d'achat, pouvoir d'acheter, etc. C'est une bonne introduction au pouvoir d'achat et au pouvoir d'acheter. Merci Renaud. C'est une bonne façon de terminer. Blanche, je vais te laisser le dernier mot, mais tu le mérites largement. Parce que Jacques est obligé de partir. Non, pas encore. J'ai encore 2 minutes. Je vais au théâtre, mais pas encore. J'ai encore 5 minutes avec vous. Et Douce-Pie a levé la main. Je crois qu'elle voulait dire quelque chose. Eh bien, Nathalie, à toi. Alors, moi, j'ai repris l'étude de Paul Lafarge, Éloge de la paresse, par rapport à Keynes. Et bien que l'un soit marxiste et l'autre capitaliste, ils en arrivaient tous deux à la conclusion qu'on ne devait plus qu'avoir, normalement, avec l'augmentation de la production par les machines, normalement, l'être humain n'aurait dû avoir plus que 3 heures de travail. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en route? Qu'est-ce qui a… Voilà. Nathalie, je suis désolé, mais on ne va pas lancer le débat juste à la fin de la présentation du livre. Mais je suis ravi d'entendre tout ça. Surtout, exprimez-vous au sein du groupe LinkedIn. Envoyez-nous vos articles quand vous avez des choses à dire. Tout le monde doit écrire et vous avez tous la possibilité d'écrire. Et lorsque vous voyez un article sortir, réagissez. Vous voyez aujourd'hui que ça paye, ça permet de faire avancer les choses. Donc, j'espère que ça vous motive à aller de l'avant et à participer d'autant plus au sein du Cercle Sully. Et pour aller dans le sens de Kelly, nous, de notre côté, au niveau du Cercle Sully, on fait tout pour tenir les promesses qu'on fait, qui sont des promesses gigantesques, mais allons-y. Et donc, vraiment, former les prochains représentants qui se présenteront aux élections et que grâce au support du Cercle Sully, ils auront une possibilité de se faire élire s'ils sont en phase
avec les Français qui veulent être représentés par eux. OK? On va garder ça. Et Blanche, je te laisse le dernier mot et on va conclure là. Alors, moi, je remercie tout le monde déjà d'être présent. Et puis surtout, je remercie, je vais dire, toutes les petites mains qui ont permis ce bouquin et qui permettent tous les jours d'avoir des commentaires et tout ça. Et ça, c'est important. Et ça va nous permettre justement de prévoir le prochain. Tous les commentaires que vous ferez sur ce livre qui va paraître le 22 sont importants. Que ce soit pour dire ça, je l'aurais vu autrement, je pourrais le développer autrement, je pourrais apporter une autre solution. N'importe, c'est important parce que il n'y a pas une solution. Il y a toujours plusieurs solutions parce qu'il y a toujours des lieux différents. Par exemple, vous n'allez pas avoir le même chauffage pour prendre du quotidien. Vous n'allez pas vous chauffer de la même façon dans le nord que dans le sud. Et tout change. Donc, chaque fois, il y a des solutions différentes pour un même sujet. Voilà. Et maintenant, tout ce que je dis, c'est que je croise les doigts, que ça se vende, qu'on en parle et que le cercle Sully, que vous êtes tous des gens formidables. Voilà. Et vous m'en faites bégayer. Et donc, achetez ce livre et commentez. Et faites acheter. Et merci Emmanuel. Merci Blanche, merci Jérôme surtout. Merci à toi Emmanuel et très bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.